Elle a dit, tu es trop facile à remplacer. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, j'ai laissé quelque chose de petit de son côté du lit. Quand elle l'a vu, elle a commencé à pleurer et n'a pas dormi jusqu'au matin. Les boucles d'oreilles en diamant ont accroché la lumière de la fin de soirée du vendredi lorsque Diane a jeté son sac à main Prada sur mon bureau, éparpillant les documents fiscaux que j'avais passé 1 heure à organiser. Pour 2760 € d'éclat, au minimum. Je ne les avais jamais vus auparavant. Grégoire a dit quelque chose de très drôle ce soir, a-t-elle annoncé, faisant défiler l'écran de son téléphone avec ce rire sec qu'elle réservait au moment où elle pensait être particulièrement intelligente. Ses talons de créateur claquaient contre le parquet de notre maison de ville dans le Marais alors qu'elle se déplaçait dans la pièce comme si elle en possédait chaque centimètre. Il a dit, être marié avec toi doit être comme vivre avec une calculatrice. Fonctionnel mais complètement oubliable. Je me suis arrêté en plein classement, un formulaire fiscal trimestriel figé à mi-chemin du meuble. Après 12 années de mariage, j'avais appris à reconnaître les schémas spécifiques de la cruauté de Diane. Le moment choisi, la façon de le dire, la désinvolture occasionnelle. Ce n'était pas une conversation au hasard. C'était calculé. Est-ce ce que tu penses, ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Ses ongles manucurés, fraîchement sortis du rendez-vous au salon de cet après-midi, à en juger par la couleur du vernis que je n'avais jamais vu auparavant, tapotaient de manière rythmique contre l'écran. Je pense que tu es exactement ce que tu as toujours été, Léo, fiable, prévisible, trop facile à remplacer. J'ai hoché la tête lentement et j'ai continué à organiser ces papiers éparpillés avec une précision mécanique. Chaque document était trié par date, par catégorie, par année d'imposition et par dossier de client. La même approche méthodique que j'utilisais au travail lorsque je traquais des stratagèmes de fraude de plusieurs millions d'euros à travers des couches labyrinthiques de sociétés écrans et de dossiers financiers délibérément falsifiés. Grégoire a l'air d'être un type intelligent, ai-je dit, en alignant les bords de ses notes de frais avec une attention minutieuse. Votre directeur financier, n'est-ce pas? Grégoire Moreau. Elle s'éloignait déjà, ses talons annonçant sa retraite dans notre couloir. Prépare les impôts trimestriels ce week-end. Et regarde mes notes de frais. Quelque chose cloche avec les montants des remboursements dernièrement. L'ironie s'est abattue sur moi comme un poids familier. Diane voulait que j'examine ses notes de frais pour y déceler des irrégularités. Dans mon monde professionnel, ce monde qu'elle rejetait avec désinvolture comme de la paperasse gouvernementale ennuyeuse, cela ressemblait remarquablement au fait de demander à un inspecteur de la brigade criminelle de vérifier si vous aviez correctement nettoyé votre propre scène de crime. Je suis un expert comptable judiciaire principal pour la Direction générale des finances publiques. Je passe mes journées à traquer la fraude d'entreprises sophistiquées, à suivre des opérations de blanchiment d'argent complexes et à monter des dossiers en béton qui envoient des criminels en col blanc dans les centres pénitentiaires d'État. Mon habilitation de sécurité est classée très secret. Mes certifications professionnelles incluent à la fois le titre d'expert comptable diplômé et celui d'examinateur agréé en fraude. L'année dernière seulement, j'ai personnellement aidé à récupérer 38,64 millions d'euros qui avaient été volés par le biais d'un système de Ponzi complexe lié aux crypto-monnaies opérant dans cette région. Mais pour Diane, je n'étais que le mari silencieux qui faisait quelque chose avec des chiffres pour le gouvernement. En décembre dernier, lors de la somptueuse fête de fin d'année des laboratoires Apex dans le salon du Georges V à Paris, elle m'avait présenté à un cercle de cadres supérieurs avec ce même geste dédaigneux de la main. Voici Léo, mon mari. Il travaille pour le gouvernement, quelque chose avec des chiffres. La façon dont elle l'avait dit faisait passer ma profession pour du classement de paperasse dans un sous-sol quelque part, et non pour des enquêtes sur des crimes financiers qui affectaient des milliers de victimes. Grégoire Moreau, le directeur financier de l'entreprise, avait à peine établi un contact visuel en me serrant la main, son attention se tournant déjà vers Diane avant même que nos paumes ne se séparent. Ils avaient passé les 20 minutes suivantes à discuter des prévisions trimestrielles et du positionnement sur le marché pendant que je restais là, tenant mon soda au gingembre, effectivement invisible bien que je sois à 1 mètre de distance. Mais ce que Diane n'avait pas réalisé, c'est que j'avais passé toute cette soirée à faire ce que je fais professionnellement, mener une analyse comportementale. De vieilles habitudes issues d'années de formation en enquête sur les fraudes. J'avais observé le langage corporel de Grégoire lorsqu'il parlait à Diane. La façon dont il se penchait à environ 15 cm plus près que ne l'exigerait la distance professionnelle. Le contact bref mais indéniable sur le bas de son dos lorsqu'ils se déplaçaient ensemble dans la foule.
Le contact visuel soutenu qui s'est prolongé 3 bonnes secondes au-delà de ce que les conventions sociales exigeaient. Des points de données. Dans les enquêtes sur la fraude, vous collectez des points de données individuels sans tirer de conclusions hâtives. Vous observez. Vous documentez mentalement. Vous attendez que des schémas émergent du bruit. Maintenant, debout dans notre bureau à domicile, avec ces notes de frais étalées sur mon bureau et ces nouvelles boucles d'oreilles en diamant coûteuses encore fraîches dans ma mémoire, le schéma commençait à se cristalliser en quelque chose de reconnaissable et de profondément troublant. Cette nuit-là, j'ai attendu que Diane se soit couchée, que j'ai entendu la porte de la chambre se fermer et le son familier de sa routine nocturne à travers nos murs fins, avant d'ouvrir enfin ses notes de frais. Après tout, elle m'avait demandé de les examiner. La gestion financière du ménage était l'une de mes tâches attitrées, au même titre que la réparation de son ordinateur portable lorsqu'il fonctionnait au ralenti, la gestion de notre portefeuille d'investissement et la préparation de nos déclarations de revenus conjointes de plus en plus complexes. Tout le travail technique ennuyeux qu'elle n'avait absolument aucun intérêt à comprendre. La première irrégularité m'a pratiquement sauté aux yeux. 23 août, restaurant le Jules Verne, près de la Tour Eiffel à Paris. La note de frais que Diane avait soumise au laboratoire Apex l'indiquait comme « divertissement de clients » pour 4 participants avec un coût total de 313 €. J'ai affiché le relevé de notre carte de crédit commune sur mon ordinateur portable sécurisé. Même date, même restaurant, même code marchand, mais notre relevé n'indiquait que 166 €. Quelqu'un d'autre avait payé 147 € pour ce dîner, une addition partagée. Et, selon mon expérience professionnelle d'analyse de milliers de demandes de remboursement frauduleuses, les dîners d'affaires pour 4 personnes ne sont généralement pas divisés précisément au milieu de cette façon. C'est le schéma typique des dîners intimes pour 2 personnes qui essaient de maintenir un certain déni concernant leur relation. J'ai créé un nouveau dossier crypté sur mon disque sécurisé personnel. Le même cryptage de niveau militaire que celui que j'utilisais pour les enquêtes gouvernementales classifiées. Je l'ai étiqueté simplement « Examen financier du ménage ». Première règle de l'enquête, ne jamais nommer vos fichiers d'une manière qui révèle leur véritable objectif à quiconque pourrait tomber dessus par hasard. Ensuite, j'ai commencé à construire ce que nous appelons dans le métier une analyse chronologique exhaustive. 3 mois entiers de notes de frais ont progressivement brossé un tableau de plus en plus clair. Des frais d'hôtel répétés au Georges V de Paris, tous soigneusement soumis comme frais de participation à des conférences. Mais lorsque j'ai recoupé ces dates avec les calendriers de conférences professionnelles que j'ai tirés des sites web de l'industrie, il n'y avait absolument aucune conférence se déroulant réellement à l'une de ces dates. Des achats dans des boutiques de luxe catégorisées comme « cadeaux pour les clients », tous payés avec sa carte d'entreprise American Express. Des frais de « voyage d'affaires », le week-end avec une absence flagrante de reçus de vol ou de courriers électroniques de confirmation d'hôtel. La véritable révélation est venue lorsque j'ai remarqué le schéma dans la chronologie. Les mardis et les jeudis, presque exclusivement ces 2 jours spécifiques de la semaine, avec une constance remarquable sur toute la période de 3 mois. J'ai consulté le calendrier de Diane à partir de notre compte iCloud partagé, une fonction de commodité domestique que j'avais configurée il y a des années et pour laquelle elle n'avait jamais pensé à désactiver ou à vérifier les autorisations. Pour chaque mardi et jeudi qui correspondait à ses frais d'hôtel, son calendrier affichait consciencieusement des entrées telles que « réunion tardive avec la haute direction », session prolongée de stratégie client ou « préparation de présentation trimestrielle pour le conseil d'administration ». J'ai méthodiquement recoupé ces activités prétendues avec les calendriers de dépôt publics réels et les communiqués de presse des laboratoires Apex. Aucune présentation trimestrielle n'était préparée pendant ces périodes. Aucune session de stratégie client qui dépasserait légitimement 19 heures. Aucune réunion de la haute direction n'était prévue. Mais il y avait des frais d'hôtel constants, récurrents et coûteux qui apparaissaient avec une précision d'horloger. Une transaction particulière m'a fait m'arrêter et fixer l'écran pendant 30 bonnes secondes. Chantal Thomas. Un débit de 313 € sur sa carte de crédit personnel, il y a exactement 3 semaines. Je n'avais jamais vu ces articles spécifiques nulle part dans notre maison. Chantal Thomas n'était pas exactement le genre de magasin où l'on achetait des articles pratiques de tous les jours. C'était de la lingerie haut de gamme, le genre d'articles achetés avec des intentions précises, achetés avec l'argent de notre compte commun. Apparemment portés au profit de quelqu'un qui n'était certainement pas moi. À 2 heures du matin, j'avais soigneusement documenté 47 points de données distincts. Chacun était individuellement mineur, mais collectivement,
il peignait un modèle clair et méthodique de tromperie prolongée. Mais je suis un enquêteur professionnel. Je sais que les schémas nécessitent encore une validation rigoureuse avant de pouvoir en tirer des conclusions définitives. Des points de données individuels peuvent théoriquement être des coïncidences, même lorsqu'ils commencent à s'additionner. J'avais besoin de preuves substantiellement plus importantes avant de procéder. Le lundi matin est arrivé avec ce genre de temps gris d'automne qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'ai conduit jusqu'au bâtiment de la Direction générale des finances publiques dans le quartier de Bercy à Paris, arrivant à mon bureau une bonne heure avant que le reste de mon équipe ne commence à affluer. Mon titre officiel incluait le mot « principal », ce qui avait un poids important. Cela signifiait que j'avais une autorité d'enquête indépendante et un accès légal à des bases de données financières gouvernementales dont la plupart des simples citoyens ignoraient même l'existence. Je me suis assis à mon terminal sécurisé et j'ai extrait le rapport de crédit complet de Diane. Un accès tout à fait légal. Nous avions des comptes conjoints, des cartes de crédit conjointes et des obligations financières conjointes s'étalant sur plus d'une décennie. Tout ce que je faisais relevait parfaitement de mon domaine d'autorisation, à la fois en tant que son conjoint légal et en tant qu'enquêteur d'État accrédité disposant des habilitations appropriées. Sa carte American Express personnelle affichait un solde actuel de 21 160 €. Ce chiffre à lui seul était un énorme signal d'alarme. En général, Diane maintenait le solde de cette carte particulière sous les 4 600 €, la remboursant mensuellement avec la régularité d'une horloge pour maintenir son excellent pointage de crédit. Les dépenses individuelles racontaient une histoire de plus en plus troublante à mesure que je les faisais défiler. Le Georges V à Paris, apparaissant avec une régularité mécanique chaque mardi et jeudi. Le restaurant Bef Bar Paris, avec des dates et des montants qui correspondaient parfaitement à ce qu'elle avait déclaré comme des « dîners avec des clients » sur ses notes de frais. Une bijouterie haut de gamme dans le Triangle d'Or à Paris, 7 728 € répartis sur seulement 3 mois. Des soins professionnels en spa programmés chaque mercredi sans exception, toujours exactement un jour après ses frais d'hôtel récurrents du mardi. J'ai immédiatement reconnu ce schéma grâce à mon travail professionnel. Dans les cercles d'enquête sur la fraude, nous avons un terme spécifique pour cela, modèle de dépenses de style de vie incompatible avec les revenus légitimes déclarés. C'est souvent le tout premier indicateur concret que les enquêteurs trouvent lorsqu'ils traquent des stratagèmes de détournement de fonds ou de corruption systématique. L'étape logique suivante consistait à examiner l'utilisation de sa carte de crédit d'entreprise. En tant que gestionnaire financier du ménage, désigné, j'avais déjà tous les numéros de compte, codes d'accès et identifiants d'authentification multifacteurs pertinents. Diane me les avait fournis il y a des années avec pour instruction désinvolte de « m'occuper de toutes les choses financières ennuyeuses pour lesquelles je n'ai pas le temps ». Ce que j'ai trouvé sur sa carte American Express d'entreprise a fait paraître la carte personnelle innocente en comparaison. Des notes de frais frauduleuses. J'en avais vu des milliers au cours de mes 15 années de carrière, et je pouvais identifier les schémas révélateurs presque instantanément. Des chambres d'hôtel déclarées comme « présence obligatoire à une conférence ». Mais lorsque j'ai vérifié les dates par rapport au calendrier réel des conférences de l'industrie, exactement 0 conférence légitime n'avait eu lieu. Des virées shopping personnelles dans des boutiques de luxe déclarées comme des cadeaux pour des clients exécutifs. Mais les marchands spécifiques et les montants ne ressemblaient en rien à des dépenses de représentation professionnelle réelles et légitimes. Des dîners romantiques dans des restaurants de grillades coûteux déclarés comme des réunions de développement commercial, mais les schémas de facturation et les montants précis criaient au dîner intime plutôt qu'au réseautage professionnel. Chacune de ces notes de frais frauduleuses avait été officiellement examinée et approuvée par quelqu'un du service financier des laboratoires Apex. J'ai affiché les signatures d'approbation numérique et les eurodatages. Grégoire Moreau, le directeur financier. Sa signature électronique apparaissait sur chacune d'entre elles. Il s'agissait du même Grégoire Moreau qui s'était moqué de moi avec désinvolture comme si j'étais insignifiant. Le même directeur financier qui avait touché le dos de Diane lors de cette fête de fin d'année avec la familiarité habituelle de quelqu'un qui l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Je me suis adossé sur ma chaise de bureau, les doigts joints, en assimilant l'ampleur de ce que je découvrais. Cela avait cessé d'être juste une liaison personnelle quelque part au cours de la dernière heure. C'était une fraude d'entreprise systématique commise par 2 cadres supérieurs. Diane et Grégoire utilisaient délibérément l'argent des laboratoires Apex, l'argent des actionnaires, pour financer leurs relations extra-conjugales, hôtels, dîners, bijoux, soins de spa de luxe. Tout cela était déguisé en dépenses professionnelles légitimes et acheminées par les comptes officiels de l'entreprise.
J'avais personnellement enquêté sur des fraudes beaucoup plus petites et aidé à les poursuivre, ce qui avait abouti à des actes d'accusation et à des peines de prison de plusieurs années. J'ai passé ma pause déjeuner à effectuer des vérifications approfondies des antécédents financiers de Grégoire Moreau. Le même genre d'enquête exhaustive que j'avais menée sur des centaines de suspects de fraude au cours de ma carrière. Âgé de 44 ans, marié à Caroline Dupont-Moreau depuis 16 ans. 2 enfants inscrits dans des écoles privées coûteuses des Hauts-de-Seine, âgés de 9 et 12 ans. Adresse du domicile dans le quartier UP de Neuilly-sur-Seine, avec des registres de propriété montrant une importante hypothèque de 625 600 €. J'ai élargi mes recherches aux médias sociaux, où les gens révélaient souvent bien plus qu'ils ne le réalisaient. La page Facebook de Caroline montrait une femme qui publiait fréquemment et sincèrement sur les activités familiales. Il y avait des dizaines de photos, Grégoire avec leurs enfants lors de matchs de football le week-end, de concerts scolaires où les enfants se produisaient, de voyages de camping en famille. Sa publication la plus récente, mise en ligne il y a seulement 3 jours, m'a fait m'arrêter et la lire 2 fois, mon mari me manque terriblement ces derniers temps. Le travail l'occupe tous les soirs de cette semaine. Leur père manque vraiment aux enfants pour le dîner et l'heure du coucher. L'horodatage de cette publication indiquait 21h15 un jeudi soir. J'ai récupéré les données sauvegardées de géolocalisation du téléphone de Diane. À 21h15 précise jeudi dernier, son téléphone était physiquement situé au Georges V à Paris. Pendant que Caroline Dupont-Moreau était à la maison et publiait sur Facebook le fait que son mari absent lui manquait, et pendant que leurs 2 jeunes enfants se préparaient probablement à se coucher sans leur père, Grégoire était dans une suite d'hôtels de luxe avec ma femme. Utilisant les fonds de l'entreprise pour payer le tout. Une autre victime complètement innocente prise dans le rayon d'action des choix égoïstes de quelqu'un d'autre. Caroline Dupont-Moreau méritait de connaître toute la vérité sur ce que son mari faisait réellement pendant toutes ces prétendues soirées tardives au bureau. Elle méritait d'avoir l'opportunité de se protéger, elle et ses enfants, sur le plan financier, avant que les crimes financiers systématiques de Grégoire ne finissent inévitablement par le rattraper et ne détruisent la sécurité économique de leur famille. J'ai pris une décision ferme à ce moment-là, lorsque je compilerai le dossier final et exhaustif de preuves, Caroline recevrait sa propre copie complète. Elle méritait d'avoir la chance de sécuriser les fonds pour les études de ses enfants, de protéger la maison familiale et d'établir une indépendance financière avant que les enquêteurs ne gèlent les comptes de Grégoire et ne saisissent les actifs pour dédommager les actionnaires lésés. Cette nuit-là, j'ai accédé à notre compte iCloud partagé depuis l'intimité de mon bureau à domicile. Le téléphone de Diane était configuré pour être sauvegardé automatiquement chaque matin à 2 heures des paramètres par défaut que j'avais personnellement configurés pour elle il y a des années. Lorsqu'elle avait obtenu l'appareil pour la première fois et s'était plainte que la technologie était trop compliquée. Elle n'avait jamais pris la peine de modifier un seul paramètre depuis lors. La sauvegarde automatique comprenait l'historique complet des messages textuels. J'ai ouvert les archives de messages cryptés et j'ai méthodiquement cherché dans sa liste de contacts. Grégoire Moreau était enregistré sous une seule lettre discrète, G. Un déni plausible si quelqu'un jetait un coup d'œil à l'écran de son téléphone. L'historique des conversations remontait à 4 mois complets, commençant de manière innocente et professionnelle avant de se transformer progressivement en quelque chose de complètement différent. 12 août, Diane, je viens de soumettre les frais du Georges V comme dépenses de participation à une conférence. Tu les approuveras ce soir? Grégoire, c'est déjà fait et traité. C'est agréable d'avoir le directeur financier comme approbateur personnel. Diane, parmi de nombreux autres avantages de cet arrangement. 5 septembre, Grégoire, ma femme pose des questions gênantes sur toutes ces soirées tardives dernièrement. Nous devons être plus prudents à l'avenir. Diane, Léo ne remarque rien de ce qui se passe. Trop occupé avec ses feuilles de calcul ennuyeuses pour prêter attention à la vraie vie. Grégoire, heureusement pour nous. À demain soir. Mardi, la même chambre que d'habitude. 15 septembre, la nuit exacte où elle était rentrée à la maison en portant ses nouvelles boucles d'oreilles coûteuses. Grégoire, j'ai absolument adoré ces boucles d'oreilles en diamant sur toi ce soir. Elles valent chaque centime de l'argent de l'entreprise. Diane, notre parfait petit secret. De toute façon, Léo ne ferait jamais le rapprochement. Grégoire, trinquons au fait d'être complètement irremplaçable. J'ai méthodiquement sauvegardé chaque message dans mon dossier d'enquête crypté, en ajoutant des horodatages détaillés et des notes de contexte. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul et j'ai commencé le genre d'analyse systématique qui constitue l'épine dorsale des poursuites pour fraude.
Dans les affaires de crime en col blanc réussi, prouver l'intention est absolument primordial. Vous devez démontrer au-delà de tout doute raisonnable que les sujets ont sciemment et délibérément commis des actes criminels. Ces messages textuels fournissaient exactement cela, une conscience claire de la culpabilité. Diane et Grégoire n'avaient pas seulement une liaison, ils plaisantaient explicitement sur le fait d'utiliser l'argent de l'entreprise pour la financer. Ils savaient précisément ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'était mal, et ils le faisaient quand même, tout en se moquant des personnes autour d'eux qui ne l'avaient pas encore compris. Il s'agissait d'une fraude passible de poursuite, documentée par leurs propres mots. La deuxième semaine a apporté la percée. Les dépôts publics de l'autorité des marchés financiers pour l'entreprise Apex ont montré des irrégularités. Les dépenses de marketing étaient en hausse de 23% sans aucune expansion de campagne. Les honoraires de consultants allaient à des fournisseurs invérifiables. J'ai suivi les paiements. Le logiciel de détection de sociétés écran a signalé 2 fournisseurs, Barret Marketing Consultant, 13 800 € par mois. Barret était le nom de jeune fille de Diane. Moreau Conseil Financier, 11 040 € par mois. Moreau était le nom de famille de Grégoire. Ils avaient tous deux la même adresse de boîte postale au Luxembourg. Aucun site web, aucun employé, aucune déclaration de revenus. 24 840 € par mois, pour 14 mois d'historique, totalisant 347 760 €. Plus les dépenses frauduleuses de Diane s'élevant à 31 280 €. Détournement total, 379 040 €. Fraude électronique, fraude boursière, évasion fiscale, association de malfaiteurs. J'avais vu des peines de 10 ans pour la moitié de ce montant. Le 3 octobre, j'ai pris un jour de congé personnel et j'ai conduit jusqu'à Paris. Je me suis garé en face du Georges V juste avant 18 h et j'ai attendu. Diane est arrivée la première dans sa Mercedes, remettant les clés au voiturier et des frais de 41 € qui apparaîtraient sur sa carte d'entreprise. Grégoire est arrivé quelques minutes plus tard dans sa Lexus, utilisant l'entrée latérale et payant en espèces pour éviter de laisser une trace écrite. Je leur ai laissé quelques minutes, puis je suis entré dans le hall avec ma mallette et mon journal. J'ai trouvé un siège avec une vue dégagée sur les ascenseurs. Lorsqu'ils sont apparus ensemble, la main de Grégoire reposait sur le bas du dos de Diane avec une familiarité désinvolte. Ils sont entrés dans l'ascenseur sans regarder autour d'eux. Je savais déjà où ils allaient. Au bureau du concierge, j'ai gardé un ton amical. Je suis censé rencontrer ma collègue, mais j'ai oublié dans quelle salle de conférence. Laboratoire Apex, suite 1247, a dit le concierge sans hésitation. Monsieur Moreau a une réservation permanente les mardis et les jeudis. J'ai pris des photos du hall, j'ai récupéré le reçu du voiturier montrant le débit de la carte d'entreprise de Diane, et j'ai documenté la facturation de l'hôtel lié au compte d'Apex. Ensuite, je suis parti. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Une semaine de travail en soirée. Diane pensait que je m'occupais des impôts. J'analysais les implications fiscales de 379 040 € de revenus de détournement de fonds non déclarés. Le dossier final comptait 90 pages avec une reliure professionnelle et des onglets d'indexation, relevés bancaires et notes de frais, messages textuels et courriers électroniques, photos de surveillance et reçus, et une analyse juridique de chaque loi qu'ils avaient violée. La même qualité de présentation que j'utilisais pour les soumissions à une cour de justice. J'ai préparé 5 dossiers identiques, un pour Diane, un pour Caroline Dupont-Moreau, un pour le conseil d'administration d'Apex, un pour l'autorité des marchés financiers, et un pour la brigade financière de la police judiciaire. Mardi 17 octobre. Diane avait une autre réunion tardive, dans la suite 1247 au Georges V avec Grégoire, utilisant l'argent de l'entreprise tout en se moquant de ma prétendue inutilité. J'ai placé une petite clé de stockage de données noires sur son oreiller à 23h30. Une note manuscrite sur mon papier à en tête de la Direction générale des finances publiques disait « Puisque tu as parlé de remplaçant, ceci contient ce qui remplace la confiance. » L'autorité des marchés financiers recevra sa copie demain matin. Léonard Dubois. Ensuite, j'ai commencé la phase de distribution. Avant minuit, j'ai envoyé des courriers électroniques cryptés au bureau des délits financiers de l'autorité des marchés financiers et à la brigade financière de Paris. Chacun incluait mes références en tant qu'expert comptable judiciaire principal pour la Direction générale des finances publiques et le dossier de preuve complet. J'en ai envoyé un 3e au président du conseil d'administration des laboratoires Apex, avec la mention urgent.
Un coursier livrerait le 4e dossier au domicile de Caroline Dupont-Moreau d'ici le matin. Juste après minuit, j'ai demandé le divorce par voie électronique auprès des tribunaux de Paris. Adultère avec preuve à l'appui. Propre, documenté, définitif. Lorsque la voiture de Diane s'est garée dans l'allée à minuit 30, je suis resté dans mon bureau et j'ai écouté. La porte d'entrée, les talons sur le parquet, la montée des escaliers, puis le silence. 7 secondes se sont écoulées avant que je n'entende sa forte inspiration. Le bruissement du papier alors qu'elle lisait la note, le démarrage de son ordinateur portable, la clé de stockage glissant dans le port. 2 minutes de silence pendant qu'elle assimilait ce qu'elle voyait. Puis le premier sanglot. Son téléphone a sonné. Grégoire appelait. Elle a refusé l'appel et a immédiatement essayé de le rappeler. Messagerie vocale. Elle a essayé encore et encore. 3 tentatives, toutes restées sans réponse. Grégoire avait soit éteint son téléphone, soit compris ce qui se passait plus vite que Diane. Les 100 pas ont commencé vers minuit 15. Des pas rapides et nerveux d'avant en arrière à travers la chambre. De temps en temps, elle s'arrêtait, lisant quelque chose sur l'écran, supposais-je, puis reprenait sa marche. Vers 1h30, j'ai entendu taper à l'ordinateur. Des frappes rapides et désespérées, des courriers électroniques essayant de contenir les dégâts qui se propageaient déjà hors de son contrôle. Impossible de contenir cela. Une force écrasante sur de multiples points de pression simultanément. Pendant que Diane découvrait son exposition, l'autorité des marchés financiers examinait les preuves, la brigade financière de la police judiciaire ouvrait des dossiers, le président du conseil d'administration d'Apex lisait des informations sur la fraude des cadres. Et Caroline Dupont-Moreau apprenait la vérité. Tous les points de pression ont été activés en même temps. Diane n'a pas fermé l'œil de la nuit. À l'aube, je l'ai trouvée dans la cuisine. Les vêtements de la veille, le maquillage étalé, les yeux rouges, les mains tremblantes s'étirant pour prendre du café. Nous devons parler, a-t-elle dit. J'ai versé le café. De la liaison, de la fraude aux notes de frais, ou du détournement de fonds? Depuis combien de temps es-tu au courant? 4 semaines d'enquête. 6 semaines depuis que j'ai remarqué le schéma lorsque tu m'as demandé d'examiner tes notes de frais. Une enquête ironique. Sa voix s'est brisée. C'est notre mariage, pas une affaire judiciaire. C'est devenu une affaire lorsque tu as volé 379 040 € à une entreprise publique. Il s'agit d'une fraude électronique. Mon travail consiste à enquêter sur les crimes financiers. Tu les as commis. Elle a posé sa tasse avec précaution. Tu ne peux pas envoyer ça à l'autorité des marchés financiers. Cela détruirait tout. C'est déjà envoyé. La tasse a glissé, s'est fracassée sur le marbre. Le café s'est répandu sur le carrelage blanc. Tu as fait quoi? Je lui ai montré mon téléphone. Les confirmations d'envoi, horodatées. L'autorité des marchés financiers à 8 h du matin, la brigade financière à 9 h, le conseil d'administration d'Apex à 10 h. Elle s'est effondrée. Oh mon Dieu! Nous pouvons arranger ça. Rembourser. Les erreurs comptables n'incluent pas des messages textuels plaisantant sur l'argent de l'entreprise. J'ai affiché des captures d'écran. Cela prouve l'intention. La conscience de la culpabilité. Et qu'en est-il de nos 12 années de mariage? Tu as dit que j'étais trop facile à remplacer. Les papiers du divorce ont été déposés hier. L'as-tu dit à Caroline? Elle a reçu son dossier la nuit dernière, en même temps que toi. Elle mérite la vérité. J'ai inclus suffisamment d'éléments pour qu'elle puisse sécuriser ses actifs avant que les comptes de Grégoire ne soient gelés. Diane a réalisé l'ampleur de la situation. Tu as tout détruit. Non, tu as tout détruit en commettant des délits graves. J'ai documenté cela. C'est mon travail. Elle a essayé tous les angles. Une thérapie de couple. J'ai dit qu'elle avait besoin d'un avocat pénaliste. Mettre fin à la liaison. J'ai expliqué que la liaison n'était pas pertinente. Invoquer un accès illégal. J'ai rappelé mon autorité légale. Tu apprécies ça? Non, mais je ne suis pas désolé. Elle m'a fixé comme si j'étais un étranger. Je suppose que je l'étais. Elle ne m'avait jamais connu. Tu m'as qualifié d'oubliable. Facile à remplacer.
Une calculatrice. Tu n'as jamais demandé ce que je faisais à la Direction générale des finances publiques. J'ai rincé ma tasse. Je trouve de l'argent caché. Je traque les crimes financiers. Je monte des dossiers. J'envoie des gens en prison pour moins de 368 000 €. Mon téléphone a vibré. Superviseur de la Direction générale des finances publiques, l'autorité des marchés financiers veut une entrevue au sujet d'Apex. 10 h du matin. Je lui ai montré. Les enquêteurs seront là à midi. Prends un avocat. La réaction en chaîne a été immédiate et accablante. En quelques heures, les enquêteurs de l'autorité des marchés financiers sont arrivés au siège d'Apex avec des mandats de perquisition judiciaire. Diane et Grégoire ont été convoqués à des réunions d'urgence du conseil d'administration, placés en congé administratif, et ont vu leurs ordinateurs saisis. À midi, les agents de la brigade financière menaient des entretiens. La nouvelle a éclaté cet après-midi-là, des cadres des laboratoires Apex sous enquête pour fraude présumée. L'action de l'entreprise a chuté de 12%. Caroline Dupont-Moreau a demandé le divorce le lendemain matin, en même temps que des requêtes d'urgence pour la garde des enfants et le gel des avoirs. Elle a envoyé un message par l'intermédiaire de son avocat, « Vous avez sauvé les fonds universitaires de mes enfants ». La semaine suivante, une chambre d'instruction s'est réunie. J'ai témoigné en tant que témoin expert sur ma méthodologie d'enquête et mes découvertes. Après 2 heures de délibération, ils ont voté la mise en examen sur tous les chefs d'accusation. Les actes d'accusation sont tombés quelques jours plus tard. Diane faisait face à 3 chefs d'accusation de fraude électronique, 2 chefs d'accusation de fraude boursière, un chef d'accusation d'association de malfaiteurs et 2 chefs d'accusation de fraude fiscale. Peine maximale, 20 ans. Les chefs d'accusation de Grégoire étaient encore plus étendus, 4 chefs d'accusation de fraude électronique, 3 chefs d'accusation de fraude boursière, 2 chefs d'accusation de détournement de fonds. Un chef d'accusation d'association de malfaiteurs et 3 chefs d'accusation de fraude fiscale. Tous 2 ont reçu l'ordre de rendre leur passeport. Leurs avoirs ont été gelés à tous les 2. Je regardais depuis mon bureau de la Direction générale des finances publiques. Mon superviseur est apparu. Une sacrée affaire. L'autorité des marchés financiers l'appelle une enquête modèle. Nous élargissons la division des fraudes d'entreprise. Nous avons besoin d'un expert comptable judiciaire de supervision. Intéressé? La fourchette de salaire est de 151 800 € plus les primes. 6 enquêteurs sous vos ordres. Une augmentation de 40%. C'est agréable d'être valorisé pour son expertise plutôt que d'être traité comme invisible. Je suis intéressé. Après avoir accepté le poste début novembre, j'ai travaillé pendant la période de transition tout en regardant les vies de Diane et Grégoire s'effondrer systématiquement. L'effondrement de Diane a été systématique. Frais de justice, une provision de 138 000 €. Son réseau s'est dissous. Son profil LinkedIn a disparu. Aucun emploi. Une mise en examen la rendait intouchable. Elle a déménagé dans un appartement bon marché à Aubervilliers. J'ai gardé la maison de ville. Je pouvais me le permettre seul. Grégoire a fait face à une destruction similaire. Caroline a obtenu 75% des actifs et la garde exclusive. Ses frais de justice s'élevaient à 184 000 €. Sa réputation professionnelle a été détruite. Tous 2 ont fait face à des poursuites judiciaires de la part des actionnaires, à la confiscation de leurs biens et au centre pénitentiaire de Fresnes. En décembre, incapables de faire face à un procès, tous 2 ont accepté de plaider coupable. Diane a plaidé coupable de fraude électronique et d'association de malfaiteurs, 42 mois de prison, restitution de 189 520 €, 3 ans de liberté conditionnelle et révocation permanente de sa licence. Grégoire a plaidé coupable de 2 chefs d'accusation de fraude électronique, de fraude boursière et d'association de malfaiteurs, 63 mois de prison, restitution de 189 520 €. 5 ans de liberté conditionnelle et interdiction permanente d'occuper des postes dans des entreprises publiques. J'ai assisté à l'audience de détermination de la peine à la mi-décembre. Non pas en tant que mari de Diane, notre divorce avait été finalisé le 1er décembre, mais en tant qu'enquêteur dont le témoignage avait construit le dossier. La déclaration du juge, cela représente une profonde trahison de la confiance de l'entreprise et des actionnaires. Les accusés ont utilisé des connaissances financières sophistiquées pour voler. Ils n'ont montré aucun remords jusqu'à ce qu'ils soient confrontés aux conséquences.
L'enquête de Monsieur Dubois a empêché de nouvelles pertes et sert de modèle pour la détection des fraudes. Diane m'a regardé une fois. J'ai gardé une expression neutre, professionnelle. Elle m'avait rejeté comme insignifiant, et pourtant j'étais là, ayant démantelé sa vie entière. Tous deux ont reçu l'ordre de se présenter au centre pénitentiaire en février. 5 janvier. Nouveau bureau à la Direction générale des finances publiques. Un espace plus grand, une vue sur la capitale, une nouvelle plaque de porte, expert comptable judiciaire de supervision principale. 6 enquêteurs à former. Le premier jour, j'ai enseigné ma méthodologie. La fraude financière laisse des schémas. Votre travail consiste à les reconnaître et à les suivre jusqu'à leur conclusion logique. Rassemblez les preuves de manière systématique. Documentez tout. Vérifiez auprès de sources multiples. Ne laissez jamais vos sentiments personnels compromettre votre objectivité professionnelle. Un jeune enquêteur a demandé comment maintenir l'objectivité dans les affaires difficiles. J'ai pensé à Diane. 12 années se terminant dans une prison d'État. La documentation systématique remplaçant l'émotion. N'oubliez pas, la justice n'est pas une question de vengeance, ai-je dit. C'est une question de conséquences. Les personnes qui commettent des crimes y font face. Votre travail consiste à rendre ces conséquences appropriées et juridiquement solides grâce aux preuves, et non à l'émotion. Plus tard, une lettre de Caroline Dupont-Moreau. Elle avait sécurisé la maison, les fonds universitaires de ses enfants et la majorité de leurs actifs avant que ceux de Grégoire ne soient saisis. Vos preuves ont sauvé l'avenir de ma famille. Vous m'avez donné des informations pour protéger mes enfants. Les choix de Grégoire nous auraient détruits, mais vous vous êtes assuré que des personnes innocentes ne soient pas des dommages collatéraux. Mon divorce a été propre. Pas de pension alimentaire, l'adultère et une condamnation pénale ont éliminé toute réclamation. Un simple partage des biens. Les siens ont été saisis pour restitution, de toute façon. J'ai gardé la maison de ville, les investissements et ma réputation professionnelle. Cette réputation avait grandi. Le bruit a couru sur le comptable qui avait découvert 368 000 € de détournement de fonds grâce à une note de frais. Les procureurs me demandaient pour des affaires complexes. Un soir de fin janvier, j'étais assis dans mon bureau à domicile dans le Marais, passant en revue des dossiers pour une nouvelle enquête. Un entrepreneur de la défense surfacturait le gouvernement de 2,76 millions d'euros. Mon équipe allait traquer chaque facture frauduleuse. Une mention élogieuse encadrée sur le mur de la part du directeur de la Direction générale des finances publiques pour l'excellence dans les enquêtes sur la fraude financière et le dévouement à la protection des consommateurs. Mon téléphone a vibré. L'autorité des marchés financiers demandait mon témoignage d'expert dans une affaire majeure de fraude boursière. Ils ont mentionné mon approche méthodique et ma documentation exhaustive. J'ai accepté. Diane avait raison sur un point. Je n'avais pas besoin d'être sous les feux de la rampe ou d'une reconnaissance constante. J'étais à l'aise d'être à l'arrière-plan, gérant les détails techniques pendant que d'autres s'en attribuaient le mérite. Mais elle se trompait sur ce que cela signifiait. Être à l'arrière-plan ne signifie pas que vous êtes impuissant. Cela signifie que vous êtes positionné pour tout voir, remarquer des schémas que d'autres manquent et documenter ce qu'ils ignorent. Elle pensait qu'oubliable signifiait inoffensif. Elle n'avait jamais envisagé que la personne gérant ses finances, examinant ses dépenses et organisant ses impôts puisse comprendre ce que ces chiffres signifiaient. Je suis un expert comptable judiciaire. Mon travail consiste à trouver de l'argent caché, à suivre des pistes documentaires, à monter des dossiers et à envoyer des criminels en prison. Pendant 12 ans, j'avais fait cela professionnellement pendant que Diane supposait que je faisais juste des courses, déclarais les impôts, examinais des rapports et organisais des documents. Elle m'a rejeté comme étant jetable. Mais vous ne pouvez pas remplacer quelqu'un qui n'a jamais été vraiment là pour commencer. J'étais toujours à l'arrière-plan, observant, analysant, documentant. C'est là que les comptables font leur meilleur travail. J'ai fermé le dossier, j'ai regardé par la fenêtre les quais de la Seine à Paris. La nuit était tombée. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau. Une musique d'ambiance, aurait pu l'appeler Diane. Un rythme constant et fiable qui permet à tout le reste de fonctionner. Assez agréable, peut-être, mais certainement pas facile à remplacer. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez réellement retenir de tout cela. Je suis partagé là-dessus. Oui, Diane était terrible, dédaigneuse, cruelle, criminelle. Mais Léo a attendu des mois,
sachant que sa femme commettait des fraudes et le trompait. Ce n'est pas stratégique, c'est passif. Il l'a regardé accumuler 379 040 € de détournement de fonds et a simplement pris des notes. Et si elle avait d'abord vidé leur compte commun? Il a remarqué les schémas dès le mois de décembre lors de cette fête de fin d'année, mais les a classés comme des points de données au lieu d'avoir une vraie conversation. Au moment où il a agi, elle le trahissait depuis des mois. Ce n'est pas de la planification, c'est éviter la confrontation. Cependant, quant à Diane, à quoi s'attendait-elle? Vous ne pouvez pas vous moquer ouvertement de votre conjoint, voler votre entreprise et coucher avec votre patron sans conséquence. Elle a traité Léo comme s'il était invisible et stupide. Il n'était ni l'un ni l'autre. Elle a confondu la compétence tranquille avec de la faiblesse, et cette arrogance l'a détruite. La véritable leçon, ne confondez pas la patience avec l'ignorance. Tous deux ont échoué en matière de communication de base. Si votre partenaire se sent invisible, quelque chose est déjà brisé. Et si vous êtes tellement déconnecté que vous ne remarquez pas que votre conjoint enquête sur vous pendant un mois, c'est que vous ne faisiez pas attention non plus.